Ce matin, le monde s'est réveillé face à l'impensable. Les États-Unis viennent de perdre leur aura d'invincibilité sur leur propre sol. Pour la première fois depuis plusieurs générations, la sécurité du continent américain a volé en éclats, révélant des failles que personne n'osait imaginer. Sommes-nous à l'aube d'une rupture irréversible de l'ordre mondial? Tout a changé en quelques instants. Une annonce inattendue, des attaques coordonnées, d'une ampleur jamais vue, ont frappé des sites militaires cruciaux dans la région des Caraïbes. Selon les premières analyses, la signature russe ne fait guère de doute. Ce n'est plus une provocation, mais un défi frontal lancé à l'ouest, franchissant une ligne rouge invisible. La réaction des marchés financiers a été immédiate. En moins d'une journée, les grandes places boursières de Tokyo, Francfort et Londres ont plongé dans le chaos. Les investisseurs, submergés par la panique, se sont précipités vers l'or et les actifs refuges, espérant sauver ce qui peut encore l'être. Pour beaucoup, le souvenir de l'effondrement de la bourse en 1929 a ressurgi, réactivant la peur d'un krach mondial. À Washington, à Bruxelles et dans toutes les capitales, c'est la stupeur. Les lignes diplomatiques s'enflamment, des réunions d'urgence s'enchaînent, mais personne ne semble en mesure de reprendre le contrôle. Jamais l'Occident ne s'est senti aussi exposé, aussi impuissant face à une menace aussi proche et soudaine. Cette sensation rappelle les premières heures de la crise des missiles de Cuba, en 1962, où chaque minute semblait précipiter le monde vers l'abîme. Derrière le choc initial, une vérité s'impose. Le mythe d'un continent américain protégé de toute attaque majeure appartient désormais au passé. L'événement force chacun à remettre en question les fondements de sa sécurité. Stabilité économique, emploi, épargne, souveraineté nationale et surtout la croyance en un avenir prévisible. Les familles américaines, qui pensaient vivre à l'abri de la guerre, doivent désormais se préparer à l'imprévu, tout comme les Européens l'ont fait durant les décennies de la guerre froide. Fermer les yeux sur ce bouleversement, c'est mettre en péril notre propre sécurité, celle de nos familles, et la survie de notre mode de vie. L'histoire récente a montré, à travers la chute du mur de Berlin ou les attentats du 11 septembre 2001, que l'improbable finit parfois par se produire. Mais comment une telle attaque a-t-elle pu se produire? Et pourquoi maintenant? Pour comprendre l'onde de choc qui secoue la planète, il faut revenir sur la chronologie de cette journée hors norme. Jamais la région n'avait traversé une crise d'une telle ampleur. Cette nuit-là, une salve de frappes d'une violence inédite s'est abattue sur des bases militaires au Venezuela et dans les Caraïbes. L'impact a été immédiat. Les certitudes occidentales, jusque-là inébranlables, se sont effondrées. Ce n'était plus la simple menace d'une guerre froide, ni un duel diplomatique. Pour la première fois en plusieurs décennies, la sécurité de l'hémisphère occidental vacillait. Depuis plus de 2 semaines, une tension sourde et persistante pesait sur Caracas et Washington. Des rapports ambigus faisaient état de transferts massifs d'armements russes vers le Venezuela. Même si la coopération militaire était connue, personne n'avait anticipé une escalade aussi brutale, aussi directe. En coulisses, les services de renseignement mettaient en garde contre l'arrivée de nouveaux systèmes de défense S-400, mais le risque d'un affrontement frontal semblait encore lointain. Tout a basculé avant l'aube. Au départ, de rares messages circulaient sur des applications cryptées et les réseaux sociaux. Explosions mystérieuses, survols inquiétants, mouvements suspects de troupes. En moins de 60 minutes, l'information a explosé. Une avalanche de vidéos amateurs, d'alertes diplomatiques et de rumeurs contradictoires a saturé le flux mondial. On se souvient que lors du printemps arabe, les réseaux sociaux avaient aussi joué ce rôle de caisse de résonance, accélérant la diffusion des nouvelles au point de déstabiliser des gouvernements. Les frappes semblaient coordonnées, visant des installations vénézuéliennes et des bases logistiques américaines dans la zone. Les analystes occidentaux ont reconnu aussitôt leur pire cauchemar. Stocks d'armes modernes, hangars de drones, centres de commande, infrastructures associées à des systèmes russes ultramodernes. À Maracaibo, à Puerto Cabello et sur l'île de Curaçao, des témoins évoquaient des explosions colossales visibles à plus de 20 km. Certaines rumeurs faisaient état de missiles lancés depuis des navires russes dissimulés dans l'Atlantique.
Cette tactique n'est pas sans rappeler les frappes surprises de l'opération Tempête du désert en 1991, où la rapidité et la précision des attaques avaient sidéré les observateurs. Très vite, la crise a dépassé la capacité de réaction des capitales occidentales. Submergés par les rapports contradictoires, incapables d'analyser la nature exacte des attaques, les états-majors semblaient figés. À Paris, Londres, Ottawa, les lignes diplomatiques étaient saturées. À Washington, la stupeur l'emportait. Personne n'aurait pu imaginer une attaque d'une telle audace. On se rappelle qu'au soir du 11 septembre 2001, la Maison-Blanche elle-même avait été évacuée par mesure de sécurité. En coulisses, les enjeux dépassaient largement une rivalité régionale. Les marchés financiers se sont affolés, la confiance dans la sécurité occidentale s'est fissurée, la souveraineté de tout un continent semblait remise en cause. Ne pas comprendre l'origine de ce choc, c'est risquer de sous-estimer la portée de ce séisme. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Occident découvrait sa propre vulnérabilité. Cette redéfinition soudaine de l'équilibre mondial rappelle la rapidité avec laquelle, en 1979, la révolution iranienne avait bouleversé l'ordre régional. Mais la précision et la portée de ces frappes laissaient présager une crise d'une toute autre nature. Quelques heures plus tard, alors que le monde retenait son souffle, les premières images officielles commençaient à filtrer. Les questions brûlantes sur la riposte occidentale devenaient inévitables. Un sentiment d'urgence comparable à celui qui avait suivi la destruction du vol MH17 au-dessus de l'Ukraine en 2014 s'est emparé des chancelleries. Les bases américaines sont frappées, les chaînes logistiques coupées, la guerre asymétrique n'est plus une théorie abstraite. Ce matin-là, la planète découvre, abasourdie, la réalité d'une vulnérabilité occidentale longtemps niée. Des attaques coordonnées visent, au même instant, des bases stratégiques vénézuéliennes et des infrastructures américaines majeures, aérodromes, ports, centres logistiques, tous frappés là où ils s'estimaient intouchables. À l'aube, des détonations titanesques secouent Maracaibo et Puerto Cabello. Sur l'île de Curaçao, un centre logistique essentiel à l'armée américaine s'effondre sous l'impact de missiles inconnus. Les premiers rapports, confus mais unanimes, évoquent l'utilisation d'armes sophistiquées, missiles de croisière de nouvelle génération, technologie furtive et, selon certaines sources, peut-être même de l'armement nucléaire tactique. Le souvenir de la crise des euromissiles, dans les années 1980, ressurgit. À l'époque déjà, l'Europe redoutait que son territoire devienne le théâtre d'expérimentations militaires incontrôlées. L'onde de choc se propage instantanément. Les stocks de munitions, les hangars abritant drones et hélicoptères, les postes de commandement sont méthodiquement ciblés. La précision de l'attaque renverse les certitudes des stratèges occidentaux. Les scénarios jusqu'alors confinés aux simulations deviennent la réalité brutale des nouvelles guerres hybrides. On pense aux cyberattaques massives qui avaient paralysé l'Estonie en 2007. La guerre moderne ne se limite plus à l'affrontement physique, mais englobe désormais l'information, la désinformation et la neutralisation des réseaux essentiels. Au cœur du chaos, une question s'impose. Comment une telle opération a-t-elle pu surprendre toute la chaîne du renseignement occidental? Malgré satellites et réseaux d'écoute, aucune alerte préalable. La confiance dans la supériorité technologique occidentale vacille. La peur d'une escalade incontrôlable grandit. Durant la guerre du Kippour, en 1973, Israël aussi avait été pris au dépourvu, malgré l'excellence de ses services de renseignement. Cela montre que même les meilleures défenses peuvent être contournées. Moscou, dans une communication sibylline, revendique indirectement la responsabilité. Le Kremlin parle de « mesures nécessaires pour la protection des alliés », tout en adressant aux États-Unis des menaces de représailles à peine voilées. C'est à la fois un avertissement et une légitimation. Sous prétexte de défense, la Russie redéfinit les limites du possible et impose son calendrier au reste du monde. Cette rhétorique n'est pas sans rappeler les discours de l'Union soviétique lors de l'invasion de l'Afghanistan en 1979. En moins de 24 heures, l'Amérique latine redevient l'épicentre du bras de fer des grandes puissances. Les doctrines de sécurité héritées de la guerre froide sont brutalement remises en question.
révélant des failles béantes dans l'architecture de défense occidentale. Cette démonstration de force matérialise ce que beaucoup redoutaient sans jamais oser l'admettre. La sphère d'influence américaine n'est plus un sanctuaire. Pour la première fois depuis l'incident de la baie des Cochons en 1961, la région n'est plus un simple arrière-plan géostratégique. Ce bouleversement ébranle la confiance dans la capacité des alliances à protéger leurs membres et à défendre les intérêts vitaux de chacun. L'équilibre global, la stabilité économique et le sentiment même de sécurité s'effritent. Nul ne sait encore si cette nuit marque un tournant ou une escalade irréversible. C'est un moment comparable à la chute de Saïgon en 1975, où toute une génération a vu basculer ses certitudes en quelques heures. Dans cette atmosphère de sidération, gouvernements, marchés et citoyens s'interrogent. Comment réagir à cette nouvelle donne et jusqu'où ira la déstabilisation du monde occidental? Faut-il craindre une répétition de l'effet domino observé durant la guerre du Vietnam, où un conflit régional avait entraîné l'implication de puissances extérieures? À Washington, la Maison-Blanche convoque une réunion d'urgence. Derrière les portes closes, la riposte américaine s'organise. Le souvenir des débats sur la riposte lors de la crise de Cuba refait surface. Faut-il répondre avec force, au risque d'une escalade nucléaire, ou privilégier la voie diplomatique? En l'espace de quelques heures, le monde d'hier a volé en éclats. Les capitales occidentales, autrefois si assurées, tâtonnent dans l'obscurité, tandis que la planète entière retient son souffle, suspendue à la prochaine annonce. C'est une période d'incertitude qui rappelle les premiers jours de la pandémie de Covid-19, lorsque chaque information nouvelle pouvait bouleverser l'ordre établi. La nuit suivant les frappes, l'onde de choc a gagné les plus hautes sphères. À l'OTAN comme à l'ONU, des sommets d'urgence se sont improvisés dans la précipitation. Partout, chefs d'État et conseillers se sont rués dans des salles de crise, alors que les communiqués officiels s'enchaînaient, trahissant à la fois la stupeur et la volonté d'afficher une solidarité de façade. L'histoire se répète. Lors de l'invasion du Koweït par l'Irak en 1990, les institutions internationales avaient également été prises de court. Une question s'est imposée, violente. Faut-il répondre militairement? Les chancelleries occidentales, déboussolées, ont aussi dégainé de nouvelles sanctions, plus sévères, plus ciblées. Pourtant, nul ne sait si ces mesures suffiront devant une provocation d'une telle ampleur. Lors de l'annexion de la Crimée en 2014, les sanctions n'avaient pas empêché Moscou d'aller jusqu'au bout de sa stratégie. La panique s'est vite propagée à l'économie. Les marchés financiers, déjà fébriles, ont plongé dans l'abîme. À Londres, Paris et New York, les indices boursiers se sont effondrés, effaçant en quelques heures des années entières de croissance. L'angoisse d'une envolée des prix de l'énergie s'est matérialisée. Pétrole et gaz ont vu leur valeur s'envoler, provoquant une inflation brutale jusque dans les foyers les plus éloignés. Ce fut un scénario similaire à la crise pétrolière de 1973, lorsque le prix du baril avait quadruplé en quelques mois, plongeant le monde dans la stagflation. Les épargnants, impuissants, ont vu leur patrimoine fondre. Les perspectives d'emploi et de stabilité se sont assombries, rendant le quotidien aussi incertain que l'ordre géopolitique lui-même. En Argentine, lors de la crise de 2001, des milliers de personnes avaient perdu leurs économies en une nuit. La fragilité du système financier n'est jamais à sous-estimer. Au cœur du chaos, Moscou a pris la parole, revendiquant la légitimité de son action. Les officiels russes, sûrs d'eux, ont invoqué la défense de leurs alliés et la nécessité d'un nouvel équilibre mondial fondé sur la multipolarité et la souveraineté. Certains gouvernements d'Amérique latine ont relayé ce discours, creusant une fracture diplomatique plus béante encore. Ainsi, le Venezuela et la Bolivie ont publiquement soutenu Moscou, tandis que le Brésil et l'Argentine appelaient à la désescalade. Derrière ces postures, une menace plus sourde s'est installée, la paralysie des institutions internationales. À l'ONU, le Conseil de sécurité s'est figé, chaque grande puissance usant de son droit de veto pour bloquer toute issue. Les mécanismes de régulation, élaborés depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, paraissent soudain sans force. L'incertitude nourrit les pires scénarios d'escalade régionale, voire mondiale.
Lors de la crise du Kosovo, en 1999, l'OTAN avait agi sans mandat onusien, illustrant déjà l'impuissance des instances internationales face aux divisions entre grandes puissances. Jamais, depuis plusieurs générations, les fondements du droit international, de l'économie globale et de la sécurité n'avaient vacillé à ce point. La souveraineté, la sécurité quotidienne, la valeur de l'épargne et la prévisibilité de l'avenir s'effacent dans l'inconnu. Une telle remise en cause rappelle la dislocation de l'Union soviétique en 1991, où l'incertitude avait dominé chaque décision des citoyens et des élites. Mais sous le choc immédiat, de nouveaux bouleversements, plus profonds encore, commencent déjà à se dessiner. Alors que les dirigeants s'efforcent de reprendre le contrôle, les sociétés civiles, elles aussi, vacillent. Les premiers signes de crise sociale ne tardent pas à émerger. Des manifestations éclatent à Miami, à Houston, à Caracas, alors que la population réclame des réponses et des garanties de la part de ses dirigeants. C'est un climat qui rappelle les protestations de 2008 lors de la grande crise financière, où l'incompréhension et la colère avaient poussé des foules dans la rue. Ce qui n'était qu'une menace lointaine prend forme dans notre quotidien. L'inflation ronge chaque billet, les rayons se vident, les emplois deviennent précaires. La crise, autrefois réservée aux débats d'experts, s'immisce dans la moindre boulangerie, s'inscrit sur chaque bulletin de salaire. À Paris, à Montréal, à Madrid, les familles doivent faire face à la hausse du prix du pain, du lait, du carburant. Les files d'attente devant les banques rappellent les heures sombres de Chypre en 2013, quand chaque citoyen craignait pour son épargne. Les chaînes logistiques déjà ébranlées ploient sous le choc. Chaque livraison tarde, le prix du moindre ingrédient s'envole, l'incertitude s'installe. Désormais, acheter du pain ou recevoir une commande relève du pari. Les entreprises, grandes et petites, doivent réinventer leur circuit d'approvisionnement, parfois en recourant à des solutions locales ou à des réseaux alternatifs, comme lors de la crise du canal de Suez en 2021. La sécurité de notre épargne et de nos emplois, jadis inébranlables, vacille. Les marchés financiers s'enflamment au moindre bruit. La confiance s'effrite. Chacun regarde le solde de son compte avec une angoisse inédite. La valeur de l'argent semble fondre d'un jour à l'autre. Dans les années 1920, l'hyperinflation allemande avait réduit à néant les économies de millions de familles. Une leçon d'histoire à méditer. La tension monte. La tentation militaire gagne du terrain. La course aux armements s'accélère, la menace nucléaire, que l'on croyait endormie, redevient palpable. Les budgets de défense explosent, les discours se durcissent. La moindre provocation pourrait tout faire basculer. À Berlin, à Varsovie, à Ottawa, les parlements votent des crédits exceptionnels pour renforcer leurs armées, rappelant les préparatifs avant les 2 guerres mondiales. Les institutions internationales, déjà accusées d'impuissance, peinent à organiser une riposte concertée. Chaque État se replie, défend ses intérêts, au détriment de la coopération. Les règles du jeu mondial sont réécrites à vue, sans arbitre pour les faire respecter. L'Union européenne tente de présenter un front uni, mais les divergences internes, visibles lors de la crise grecque, refont surface. À tous les niveaux, repenser la sécurité et la gestion des risques devient vital. Dépendre d'un seul fournisseur, d'un seul marché, n'est plus possible. Diversifier, anticiper, renforcer notre résilience, famille, entreprises, gouvernement, tous sont sommés de s'adapter à l'imprévu. Des scénarios d'entraînement, autrefois réservés aux spécialistes, sont désormais proposés au grand public. Comment réagir à une coupure de courant géante? Que faire si les réseaux de paiement s'effondrent? Fermer les yeux, c'est risquer la déroute totale. Ce n'est pas seulement la finance qui est menacée, mais le socle même de notre société. L'ordre qui paraissait acquis depuis des décennies menace de s'effriter, sous nos yeux impuissants. Comme lors de la crise de 2008, ceux qui ignoraient les signaux faibles se sont retrouvés démunis face à la tempête. Mais la crise ne se limite pas à l'économie. Une onde de choc politique et social traverse désormais tout l'Occident, forçant chacun à reconsidérer ses certitudes. Comment réagir quand même les alliances les plus anciennes semblent vaciller? Les familles, les entreprises,
les collectivités locales doivent bâtir de nouveaux réflexes, car la protection viendra aussi de la base. Ce qui vient de se produire n'est pas un simple incident isolé. C'est le point de départ d'une époque où l'incertitude s'impose comme la seule constante. Comme lors de la grande transformation, décrite par Karl Polanyi, chaque acteur doit s'adapter à une réalité mouvante, parfois hostile, en misant sur la solidarité et l'innovation. En une nuit, des repères que l'Occident croyait inébranlables ont été balayés. La sécurité, la prévisibilité, la souveraineté, tout cela, désormais, paraît infiniment vulnérable. Dans les écoles, les enseignants sont invités à aborder la géopolitique et la gestion de crise avec les élèves pour préparer la prochaine génération à l'incertitude. Il ne s'agit pas seulement de frappes lointaines ou d'un duel entre superpuissances. Nous venons d'assister à la preuve, implacable, que l'Occident n'est plus à l'abri, même sur son propre sol. Les frontières invisibles qui nous rassuraient se sont dissoutes. Aucun traité, aucune alliance, aucun arsenal ne peut promettre que cela ne se reproduira pas. Il faut se souvenir que la sécurité absolue est une illusion. L'histoire en fournit de nombreux exemples. Ignorer la portée de ce bouleversement, c'est choisir de rester spectateur d'un effondrement silencieux. Si nous persistons à détourner le regard ou à nous réfugier derrière des discours rassurants, nous subirons à nouveau l'inattendu. Cette crise est un signal d'alarme. Les anciennes règles se sont effondrées et le futur sera radicalement différent. Il appartient à chacun de s'approprier cette nouvelle donne. Nous sommes tous concernés, sans exception. Ce qui se joue à des milliers de kilomètres s'infiltre déjà dans notre quotidien. Marché financier déstabilisé, inflation accélérée, incertitude sur l'emploi et l'épargne. La stabilité de nos sociétés, la valeur de ce que nous possédons, tout vacille. Se préparer, c'est désormais s'informer, se former, collaborer à tous les niveaux, citoyens, élus locaux, entrepreneurs ou parents. Plus que jamais, il devient vital de s'informer vraiment, de s'adapter, de questionner nos dirigeants et de refuser la complaisance. L'ère du citoyen passif est révolue. Notre avenir dépendra de notre capacité à comprendre, à réagir et à exiger des comptes. Participer à des débats publics, consulter diverses sources, soutenir les médias indépendants, sont des gestes simples mais essentiels. Rien n'est écrit d'avance. L'histoire sera forgée par celles et ceux qui auront la lucidité de voir le danger, le courage d'anticiper et la volonté de ne pas céder à la peur. Mais cela exige vigilance et engagement. Ce monde nouveau, incertain, sera ce que nous en ferons. Il n'existe pas de solution toute faite, mais des chemins à tracer ensemble. Rester inerte, c'est laisser d'autres choisir pour nous. Mais agir, s'informer, demander des réponses, c'est déjà reprendre la main sur notre destin collectif. Que pouvons-nous faire concrètement? Diversifier nos sources de revenus, renforcer les circuits courts, soutenir l'éducation à la résilience, exiger la transparence des décisions publiques. Chaque geste compte. Alors, face à la tempête, choisirez-vous d'ignorer les signaux ou d'ouvrir les yeux et de préparer activement la suite? L'histoire nous enseigne que seuls les peuples qui savent s'adapter et se mobiliser survivent aux grandes crises. À nous d'écrire le prochain chapitre.